qui concernera donc, qui s'appellera donc iPhone 15 Under the Sea, Hardware Hacking Training for the iPhone 15. Il nous sera présenté, vous le connaissez peut-être grâce à sa chaîne YouTube. Thomas Roth. On va en apprendre plus sur les différences entre les précédentes générations d'iPhone et les nouvelles générations d'iPhone, notamment en ce qui concerne l'apparition de l'USB-C. Merci d'applaudir, Thomas. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à mon talk. Je vais parler de l'iPhone 15 et de son port USB-C et ce qu'on peut faire en termes de hacking hardware. Donc, d'abord, à mon propos, je suis Thomas Roth. Donc, je suis plus connu sous le pseudo Stax Machine. Je suis un chercheur en sécurité et un hacker hardware. Vous pouvez me trouver sur Twitter sous le pseudo Guidra Ninja. J'ai également une plateforme d'apprentissage, Hextree.io. Donc, pour tous mes talks à propos de l'iPhone, j'ai ces remerciements à adresser. La liste s'allonge. Donc, je voudrais remercier toutes ces personnes, donc Carlo Maragno, qui a travaillé sur Lightning, Iska, qui m'aide beaucoup, qui a un peu initié l'idée de ce talk, et toutes ces autres personnes qui ont vraiment fait du travail extraordinaire. Concernant USB-C, je voudrais remercier Sigusa, la team T8012. Sans eux, ce travail n'aurait pas été possible. Avant qu'on commence, quelques clarifications. Je ne vais pas parler de jailbreak aujourd'hui. C'est pas un talk sur le jailbreak, c'est pas un jailbreak. Il n'y a pas de jailbreak impliqué. Je ne vais pas présenter d'exploits non plus, pas de vulnérabilité. C'était plus ou moins mon plan initial, mais en fait, en faisant ça, j'ai finalement trouvé une de vulnérabilité. Ce dont ce talk va parler, ce sera de l'exploration hardware. Donc on va regarder un petit peu la partie hardware sur l'iPhone 15, comment ça fonctionne, comment ça se compare par rapport aux générations précédentes d'iPhone, etc. Maintenant, si on recule de 10 ans en arrière, donc c'était un peu ce à quoi ressemblait la connectivité d'un iPhone. Donc on avait un connecteur avec beaucoup de pins, c'était pas terrible. On va pas trop en parler tout seul. Et ensuite est apparu le connecteur Lightning, donc par Apple, qui a notamment la fonctionnalité extraordinaire d'être reversible, beaucoup plus compact également. Donc Lightning, c'est un peu le connecteur typique. Donc ça peut faire de l'USB, de l'audio, de la vidéo, et évidemment on peut charger son téléphone avec. Un cas d'usage plus intéressant pour moi en tant que hacker hardware. Donc, pour Lightning, on va pouvoir trouver différents types de câbles. Donc, par exemple, ça c'est un câble DCSD. Dans des circonstances normales, c'est pas forcément hyper utile, mais ça reste plutôt intéressant. Un autre câble intéressant, c'est le câble qu'on appelle CANSI. Donc, c'est un câble pour usage interne de Apple, donc qui vont utiliser pour faire du debug. Donc, ça donne une interface JTAG ou SWD. Donc celui-ci, il est assez intéressant parce que des fois on le retrouve sur le marché gris, le marché noir, mais c'est pas facile à trouver. Mais il y a une société qui s'appelle Lambda Concept qui a construit son propre câble CANSI. Donc ils l'ont appelé le Bonobo Cable, qui permet également tout ce que je disais sur le JTAG et SWD.
C'est pas forcément facile de trouver un câble Kenzie, mais mais acheter un câble Bonobo, c'est pas forcément facile parce que ils ont tendance à être out of stock. Eh bien, c'est pas grave, on va construire le nôtre. Donc on a commencé par analyser un petit peu les signaux. Donc Lightning, c'est assez simple. Si on regarde le connecteur, on peut voir 8 contacts en or. Donc le connecteur, il a 16 pins, mais le connecteur, il a 8 pins. Donc si on essaie de faire de l'USB 3 en essayant d'étendre le connecteur Lightning, faisons pas ça. Donc on a nos 8 contacts. Donc si on a un plug Lightning, on va trouver 4 microcontrôleurs. Et si on connecte ça, si on connecte un câble Lightning à un ordinateur et qu'on prend un analyseur logique, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que avant qu'une communication USB commence, on a cet échange propriétaire qui commence. Et c'est un échange entre le câble et le téléphone. Et seulement un certain temps après ces échanges, la communication USB commence. Donc ici, vous pouvez voir que ça met un certain temps avant que cette communication s'établisse. Et au bout d'un moment, il y a une différenciation ici entre les deux trames. Ça, c'est un protocole qui peut être utilisé pour parler au SDQ ou IDBus. Ça, c'est un protocole assez simple qui marche sur un seul fil. Et dans le cadre de l'iPhone, on peut servir pour parler à une puce qu'on appelle la puce Tristar. Le Tristar, c'est un multiplexeur. Donc sur Tristar, il y a des connexions à l'UART, à l'USB, au JTAG, etc. Quand on branche un câble Lightning, l'iPhone demande au câble « Qu'est-ce que tu veux que je sois ?» Et le câble peut dire je voudrais que tu parles USB et serial, etc., s'il te plaît. Et ça va changer l'état des différents pins du connecteur. Donc, par exemple, on va avoir des ports USB, enfin des pins USB, des pins serial, etc. Tout ça, c'est documenté. C'était pas quelque chose de nouveau quand on a fait notre recherche. Ça fait au moins 6 ans qu'on connaît cette fonctionnalité. Et comme le protocole IDBus est très simple, on peut l'implémenter nous-mêmes. Par exemple, avec un Raspberry Pi Pico. Donc, on prend le Pico, on implémente ce protocole. Et quand on le connecte au téléphone, le téléphone demande qui est là, et on répond je suis complètement un câble série USB. Et c'est très simple, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Il faut juste un câble Lightning que vous achetez sur Amazon, n'importe quoi, vous le connectez à votre Pico, quelques lignes de C, et avec ça, on a un câble série pour l'iPhone. Et donc on a passé une centaine d'heures au lieu de dépenser $80 sur AliExpress. Cool. Mais bon, le port série, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu trop simple, un peu ennuyeux. Si on parlait de JTAG, alors JTAG sur l'iPhone, c'est en fait SWD, Serial Wire Debug. C'est une interface comme JTAG par ARM qui utilise moins de fils. La façon qu'on va l'utiliser, c'est qu'on a une sonde de debug, généralement c'est un device physique assez petit, et on a une cible, par exemple un microcontrôleur ou un SBC, ou dans ce cas, un iPhone. On connecte la sonde à la cible avec 2 fils, un pour la clock, un pour les données, qu'on appelle SW Clock et SWDIO. Sans parler des détails, c'est important de savoir qu'il y a 2 signaux auxquels on a besoin d'avoir accès. Avec SWD, on peut arrêter le CPU, on peut le faire avancer pas à pas, on peut lire la mémoire et les registres, etc. Tous les trucs super intéressants de debug. Donc bien sûr, nous voulons faire ça nous-mêmes avec notre Pico, parce qu'on n'avait pas envie d'acheter un câble Kenzie. Donc c'est plutôt simple. Quand l'iPhone demande qui on est, on lui dit on voudrait que tu parles USB, UART et JTAG. Et là, 2 des pins sur le Lightning vont devenir le JTAG, ou le SWB. Si on le fait de façon un peu bordélique, ça va ressembler à ça. Votre bureau va ressembler à n'importe quoi. Mais on a des câbles séparés qui sont reliés du coup au Pico pour l'analyseur, via l'analyseur logique, etc. On a investi quelques semaines
de développement là-dessus pour comprendre les bits qu'on avait besoin d'envoyer, et on a obtenu enfin un JTAG sur l'iPhone. On avait une vraie connexion, et avec ça, on pouvait faire rien. Pourquoi? Parce que malheureusement, SWD peut être verrouillé entièrement ou partiellement. Quand vous achetez un téléphone dans le commerce, la stack SWD va être verrouillée, parce que bien sûr, ils ne veulent pas que chaque personne qui possède un iPhone puisse dumper la RAM, dumper la ROM, dumper les registres, etc. Donc les devices de développement ont SWD, mais les devices de production, il est verrouillé. Heureusement, l'équipe Checkra1 a trouvé une vulnérabilité à un exploit qui s'appelait Checkmate. C'est un exploit qui attaque la boot ROM des iPhone 7 à X. Et avec ça, on peut d'abord compromettre la boot ROM, et ensuite on peut faire ce qu'on appelle une démotion du périphérique, enfin du téléphone. Et par la démotion, ça veut dire qu'on rend ce périphérique, ce téléphone, à nouveau débuggable. Et une fois qu'on a fait ça, on peut se reconnecter à l'iPhone avec un client JTAG open source. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire toutes ces choses intéressantes qu'on voudrait faire normalement. Là, on peut regarder tous les corps du CPU, par exemple, regarder l'état de la mémoire, etc., etc. Donc on a fait tout ça. On a tout mis dans notre Raspberry Pi Pico. On a mis notre sonde de debug dedans. On a mis le bridge SDQ dedans. Tout ce qu'il faut pour parler Lightning. Et on se retrouve à la fin avec ce setup très simple dans lequel on a une extension Lightning et on peut débugger complètement des iPhone 7 à X, lire la mémoire, lire le CPU, etc. Il semblerait que ça a été utile à un certain nombre de gens et donc on avait besoin forcément de donner un nom à ce câble. Tous les câbles qu'on peut acheter s'appellent, ont des noms qui viennent de grands singes, le Kanzi, le Kong, Chim, chimpanzé, le bonobo. Mais heureusement pour nous, il n'avait pas encore choisi le meilleur singe, le tamarin. C'est le plus cool parce qu'il a cette super moustache, et donc on a appelé notre câble le câble tamarin. Tout ça c'est open source bien sûr, vous pouvez le trouver sur GitHub. On a aussi fait un peu de hardware, mais il y a eu forcément les pénuries de puces pendant la pandémie, donc on n'a pas pu les produire nous-mêmes, mais vous êtes les bienvenus à le faire vous-même. Maintenant, on ne produit plus aucun hardware nous-mêmes. C'est complètement open source, on a une connexion en série, une sonde SWD, vous pouvez faire des resets automatiques, ça supporte l'iPhone, l'iPad, les iWatch, et ça coûte seulement une dizaine de dollars à construire. Donc ça, c'était bien, c'était fait, mais ensuite quelque chose s'est produit qui nous a un peu embêtés. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'Apple 15, l'iPhone 15, USB-C to iPhone 15. It enables charging, transferring data, playing audio and video. Tout ce travail était pour rien. Le câble tamarin, c'était mort. Et encore ici, je n'ai pas mentionné tout ce qu'on peut faire avec USB-C, par exemple JTAG, Serial. Donc si on regarde un petit peu les aspects techniques de l'USB-C, USB-C, ça a plein de pins différents. Donc des possibilités qu'on avait sur Lightning. Peut-être qu'on pouvait également mapper du Serial ou du SWD sur certains de ces pins. De toute façon, ils ont toujours besoin de débugger l'iPhone d'une manière ou d'une autre. Donc, l'iPhone 15, c'est pas le premier device avec de l'USB-C par Apple. Mais j'ai pas regardé les devices d'avant, comme l'iPad par exemple, ça m'intéressait pas spécialement. Donc je me suis pas intéressé avant l'iPhone 15. Mais d'autres gens l'ont fait. Donc par exemple, la team T8012 avait regardé les contrôleurs de type C sur les MacBooks. Et ils ont été capables de dumper le firmware sur ces contrôleurs de type C. Donc ça fonctionne encore sur des MacBooks modernes. Et ça, c'est chouette parce que ça nous permet d'analyser précisément ce qui se passe sur les contrôleurs USB-C. Alors que par exemple sur le TriStar, on n'avait pas ce qu'il fallait pour faire cette analyse.
Donc ce qu'ils ont identifié, c'est que globalement, USB-C, ça utilise ce qu'on appelle des configuration channels. Donc ça, c'est utilisé pour la négociation USB-PD. Donc globalement, le chargeur, il envoie un message à l'appareil qui dit ce qu'il peut délivrer comme power. L'appareil répond ce qu'il veut, par exemple 20 volts et 3 ampères. Le chargeur, il répond OK et il délivre de cette façon-là. Donc ça, c'est fait avec ces channels de configuration. C'est pas fait exactement comme en USB 2. Ici, on a un vrai protocole bidirectionnel qui utilise du Manchester coding. Donc là, si on regarde les spécifications de USB PD, on a quelque chose qui s'appelle VDM, pour Vendor Defined Messages. Donc, un vendor, ce qu'il peut faire, c'est prendre, ajouter des commandes personnalisées sur USB-C. Donc, ce que la team 8012 a trouvé, c'est que Apple, ils font exactement ça. Donc, par exemple, si on envoie cet input à un iPhone ou un MacBook, on va recevoir les actions supportées. On va pouvoir voir ce qui est supporté en regardant ce qui se passe autour du port USB. Sur les MacBooks, le port que vous voyez sur la gauche est le port le plus puissant parce qu'il a toutes les features de debug supplémentaires, les interfaces, etc. Et donc le contrôleur de type C sur le MacBook, on va l'appeler le contrôleur ACE. Donc il y a différentes versions de ACE, donc par exemple ACE 1, ACE 2, enfin ACE 2, ACE 3. Donc ACE, globalement, c'est la gateway, l'interface entre l'USB et le système. Donc ça va faire la négociation USB Thunderbolt, ça fournit une console sérielle et plein d'autres choses. Ça peut être utilisé pour mapper différentes fonctionnalités sur certains pins du connecteur USB-C. Donc par exemple, notre action VDM 0x306, on va pouvoir faire ça. Donc c'est très similaire à ce qu'on a vu sur les iPhones avec Lightning, sauf qu'on va l'appliquer à de l'USB-C. Mais comment est-ce qu'on envoie ces VDM? Donc, normalement, ça, on ne peut pas le faire depuis l'user space. Mais des gens ont trouvé qu'on pouvait faire ça. Ils ont écrit ce qu'ils ont appelé le VDM tool. Donc ça permet d'envoyer des VDM entre deux Macs. Donc ce Mac VDM tool, il va pouvoir être utilisé, il va permettre d'utiliser un Mac comme une console sérielle pour un autre Mac. Et donc tout ça à l'aide de ces commandes VDM custom. Ça fonctionne sur d'autres appareils. Est-ce que ça pourrait pas fonctionner sur l'iPhone 15? Donc je suis revenu de vacances, mon iPhone 15 était finalement arrivé et j'ai pu essayer ça. Donc on a pu voir que ça avait l'air de fonctionner et qu'on pouvait effectivement utiliser VDM pour reconfigurer le port USB et pour pouvoir faire des choses intéressantes comme par exemple faire des choses sur Serial. Maintenant, en utilisant cet outil, ça a quelques inconvénients. Donc, vu que c'est Mac vers Mac, ça supporte seulement Serial, DFU et Reboot. Et il faut des choses supplémentaires pour pouvoir faire conversion USB-C. Ensuite, pour activer le Serial, ça nécessite la désactivation des protections SIP et de customiser le kernel. Donc ça c'est facile mais pas particulièrement confortable. Ensuite, quelqu'un d'autre s'est senti un petit peu pareil et a créé le Central Scrutinizer, donc un adaptateur hardware. Donc ça fait tout ce qui est port delivery, la négociation sur la port delivery, et ensuite ça transforme le Mac en quelque chose qui peut parler sur Serial. Ça va encore s'appuyer sur le Pico et on va pouvoir utiliser le FUSB sur le tout.
etc. pour pouvoir parler sérieux. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Du coup, je l'ai branché. Je le branche. Et je peux voir un peu d'activité, mais ça n'a pas marché. À ce moment, je n'étais pas vraiment habitué à la lecture de librairie de port. Et j'ai réalisé que le voltage de chargement faisait des hauts et des bas. Et du coup, j'ai rajouté un petit switch au central scrutinizer pour délivrer de la puissance. Et le central scrutinizer qui donne accès à tous différents pins. Et j'ai pu accéder au sur le hasard. Maintenant, nous avons Serial. But we make VDM. Sure. Donc là, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a plein de commandes différentes. Donc par exemple, ils ont trouvé des actions qui permettent de reboot le device, des actions qui permettent de passer en debug DFU, en debug USB. On peut également mapper un bus I2C. Quelque chose qui est particulièrement notable, c'est cette petite phrase ici, l'action 0206, de bonne chance que ce soit SWD. Donc, j'ai modifié un petit peu le scrutinizer central, le central scrutinizer. Et après un peu de debug pendant quelques heures, j'ai enfin réussi. J'ai pu connecter à ma sonde de debug. Et donc j'ai pu trouver une probe avec l'ID 0x4BA02477 qui nous disait qu'on avait enfin du JTAG sur notre iPhone 15. Enfin. Malheureusement, ce SWDP, c'est la seule chose intéressante, tout le reste c'était des erreurs. Donc on ne peut pas débugger. Mais c'est assez évident parce qu'en fait c'est un appareil de production. Donc on ne s'attendait pas vraiment à ce que ça fonctionne. Donc globalement on a gaspillé pas mal de temps là-dessus. Cependant, il y a un debug port sur le device et on va pouvoir se connecter là-dessus avec SWD. Donc ce port de debug, il nous donne accès à d'autres ports. Donc ça pourrait être des Memory Access Ports ou JTAG, etc. Donc même si on ne peut rien faire d'utile sur les iPhones, on peut toujours regarder ces IPs. Donc essayons de faire une démo hardware sur scène. Très bonne idée. Donc là l'iPhone il est connecté à du hardware. Donc on va essayer de passer en mode JTAG. Hop, on l'a activé. Et maintenant je vais pouvoir utiliser OpenOCD en utilisant l'interface Tamarin avec comme cible l'iPhone 15. Et on peut s'y connecter et par exemple lire une partie de la mémoire de cette interface de debug. C'est pas particulièrement utile. On peut aussi énumérer les access ports. On peut voir qu'il n'y en a que 2 qui sont disponibles. Donc un qui est un même IP qui fait partie du hardware de debug et un IP supplémentaire qui est un JTAG IP. C'est pas particulièrement utile. On a du JTAG, mais c'est complètement inutile sur l'iPhone 15. Quelqu'un d'autre m'a dit que c'était possible de débugger de cette façon sur certains MacBooks, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc à ce stade, j'ai gaspillé plein de temps là-dessus et ça m'a mené globalement nulle part. Cependant, dans la documentation que j'ai montrée tout à l'heure, il y a d'autres bus qui sont également mentionnés. Donc si on regarde, on peut voir que par exemple sur des MacBooks, il y a 2 commandes liées à des bus I2C.
Eh bien, regardons ces autres bus. Pour ça, j'avais besoin de matériel un petit peu différent. Donc, au lieu d'utiliser mon matériel habituel, j'ai J'ai demandé à un ami, est-ce que je pourrais t'emprunter un Central Scrutinizer et le connecter en USB-C pour avoir un breakout I2C. Donc j'ai conçu cette board de breakout qui nous donne accès à toutes les choses intéressantes qu'on peut faire avec un câble USB-C sur un iPhone. Donc on a USB Power Switch, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le câble pour charger l'iPhone, parce que sur un Mac on a assez de ports USB pour pouvoir brancher une alimentation et notre debug, mais sur un iPhone il y a un seul port, donc on a besoin de pouvoir lui envoyer de la puissance. On a aussi une sonde SWD complète qui est intégrée, ça supporte les iPhones et les Mac, et bien sûr ça c'est comme toujours du hardware et du software qui est open source. Et maintenant, en utilisant cette board, on peut faire la même chose avec VDM. On peut par exemple redémarrer le téléphone, on peut entrer sur la console Siri et on peut voir le log de boot sur la console de l'iPhone 15. Donc c'est intéressant. Regardons ce qu'il y a sur les autres bus. Alors, avec les VDM, on peut mapper 3 fonctionnalités différentes sur le port USB. On peut utiliser les pins de sideband used, on peut utiliser la paire haute, on va dire, qui n'est pas connectée normalement dans les câbles. Et on peut utiliser la paire basse qui est connectée sur les câbles. Donc on peut avoir 3 protocoles différents en même temps. Regardons. Donc j'ai branché mon analyseur logique à tous ces ports-là, j'ai branché le Tamarin à mon ordinateur et j'ai commencé par regarder quelles actions sont disponibles sur l'iPhone. Donc, on a vu tout à l'heure qu'avec le travail de la team T8012, ils avaient trouvé un certain nombre d'actions. Et l'iPhone est sympa, puisque en fait, il y a une fonctionnalité, excusez-moi, une fonctionnalité pour lister les actions supportées par l'iPhone. Donc, par exemple, avec la touche F, vous pouvez récupérer la liste de toutes les actions VDM supportées et ça vous dit lesquelles on connaît, lesquelles on ne connaît pas encore et qu'on peut explorer. Donc, avec ça, j'ai ressorti mon analyseur logique et j'ai enregistré ce qui se passe au démarrage du téléphone. Donc, on peut voir qu'il y a de l'activité sur les différents bus qu'on a mappés, et certains sont intéressants. Le premier qu'on peut regarder, c'est celui-ci, là. C'est un UART à 6 MHz, quelque chose que j'avais jamais vu nulle part. Et on a cet autre signal ici qui est bizarre. Ça ressemble pas à de l'I2C à première vue. Ça ressemble à l'I2C, pardon, mais ce n'en est pas. La première question à se poser, c'est d'où vient ce signal? De quelle partie du téléphone vient ce signal? Et donc, en parlant à Usain, elle m'a dit, sur l'iPhone, il y a un outil qui s'appelle SysDiagnose. Avec SysDiagnose, tu peux tester tous les morceaux du hardware du téléphone séparément et ça envoie un fichier de log que vous pouvez extraire sur l'ordinateur. Donc j'ai utilisé cet outil et en utilisant l'analyseur logique, j'ai pu voir un peu de données qui sont transmises sur les lignes qui m'intéressent. Et avec ça, je peux savoir à quel moment dans le temps les choses intéressantes se produisent. C'est intéressant parce que j'ai dû utiliser pour ça un écran de gaming parce qu'il avait une fréquence de rafraîchissement plus élevée, ce qui permettait de voir plus en détail le moment exact d'apparition des données. Donc si vous avez bien une excuse pour acheter un écran de gaming, vous en avez une. Donc en basant sur le timing, j'ai pu trouver que l'activité se produit à chaque fois qu'un outil qui s'appelle
HPM Diagnose est invoqué. HPM Diagnose, c'est quelque chose qui est aussi disponible sur les Mac à Silicium Apple. Et ça nous dit que c'est un outil qui est utilisé pour troubleshooter des problèmes avec USB-C. Alors j'ai lancé ce même logiciel sur mon MacBook et j'ai aussi sniffé le trafic, pareil. Et sur le MacBook, il y a un canal de contrôle sur le bus I2C qui va du SOC vers le ACE. Et c'est des données qu'on peut voir, qu'on peut sniffer avec notre Tamarin. Alors, on voit que ça c'était de l'I2C sur le Mac, mais on a vu que c'était pas de l'I2C sur l'iPhone. On a une ligne de clock qui est basse. On a aussi 13 bits de transmission. On a de l'activité sur la ligne de données que je ne comprends pas. Et donc, après pas mal de recherches, j'ai trouvé que c'était un protocole qui s'appelle SPMI, System Power Management Interface, un protocole que j'avais jamais vu de ma vie. Heureusement, il y a un article Wikipédia très détaillé qui explique absolument tous les détails. Ça fait 3 phrases. Et ça nous dit juste que c'est quelque chose qui est spécifié par la MIPI Alliance. Et c'est tout. Donc ensuite, quand vous essayez d'aller voir sur le site de la MIPI, ça vous dit grosso modo ça, insert going to continue, il faut entrer de l'argent pour avancer. Pour avoir accès au standard, il faut devenir un contributeur MyPy. Heureusement, comme je gagne moins de 250 millions par an, ça ne me coûterait que 4000 balles par an. Donc, bien sûr, il serait très illégal de chercher file type PDF MyPy Confidential SPMI sur Google. Et malheureusement, dans mon cas, ça ne m'a absolument pas donné la première version des spécifications qui aurait donné toutes les commandes, mais j'ai trouvé cette vidéo de 58 minutes sur YouTube où quelqu'un a la liste de toutes les séquences de commandes de MyPy 2.0. Et donc maintenant j'ai les données. Donc on peut maintenant analyser les données qui sont transmises ici. Et j'ai donc pu écrire le premier back-end d'analyse logique de SPMI open source du monde à ma connaissance. Vous le trouverez sur GitHub un peu plus tard aujourd'hui. Et donc on s'est rendu compte que la communication qu'on voit, c'est la connexion S3 de l'iPhone. Donc sur l'iPhone, on est en S3. Donc cette chip SN200, etc. Donc, a priori, le système sur la puce il parle avec ACE3 via SPM, peut-être. Donc dans la trace logique, si par exemple on regarde les registres de l'appareil, ça annonce une communication I2C. Peut-être qu'on a un glitch SPMI, peut-être, on ne sait pas trop. Donc, j'ai décidé que tout le monde n'avait pas d'analyseur logique et j'ai implémenté le support SPMI sur le Tamarin C, y compris un décodeur A3. Donc maintenant, on est capable de décoder de manière externe ce trafic-là. J'ai également voulu faire un transceiver. Donc, on a vu qu'on pouvait communiquer avec Donc, est-ce que on a quelque chose d'intéressant en regardant juste sur ce port? Donc, on a vu que sur un appareil, que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, j'ai pu identifier et, d'une certaine manière, exploiter une vulnérabilité en discutant avec l'un des bus. Donc, ce n'était pas l'iPhone 15 et j'ai également identifié une potentielle vulnérabilité de sévérité faible à moyenne. Donc, idéalement, j'ai dû les publier à Noël. Donc on aura quelque chose d'intéressant. Mais j'ai quand même des choses pour vous aujourd'hui. Donc le hardware et le firmware pour Tamarin C va être publié. L'analyseur SPMI, le sniffer pour ACE et également le sniffer et le transceiver pour I2C ACE.
Donc ça va rendre les choses plus simples, c'est pas parfait, ça reste du hacking de firmware, mais ça doit fonctionner. Et j'ai également eu un problème sur ma première révision. Donc j'ai dû faire les choses très rapidement pour avoir les choses avant Noël. Mais j'ai également aujourd'hui 100 PCB à vous donner, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer. Et si vous avez besoin de composants particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc pour dump du ACE sur le système, vous pouvez maintenant utiliser Tamarin. Mais ça va requérir un petit peu de soudure. Donc, il y a aussi quelque chose qui s'appelle Kanzi dans le système. Donc, il y a une sonde de debug qui est déjà intégrée dans l'iPhone. C'est possible d'entrer dans ce mode en utilisant VDM. Mais ça peut être intéressant de regarder Kanzi in System. Donc, un dernier fun fact, donc l'iPhone 15, c'est en fait pas le premier iPhone qui parle USB-C. Si on connecte un câble USB-C vers Lightning et qu'on le connecte à l'iPhone, donc ça va demander à discuter en USB-C. Et donc là, on va avoir un pin qui va se mapper sur du USB-C Power Delivery. Donc on va se retrouver avec de l'USB-C sur de l'USB-C. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir